Bonjour, il est un sujet qui pose beaucoup de questions et qui alimente pas mal de polémiques et, on dira, de l'animosité. C'est celui des perturbateurs endocriniens. C'est à la fois un sujet de santé publique, mais aussi un problème d'écologie. Autant dire que ça concerne tout le monde. Mais il faut avouer que beaucoup d'entre nous n'y connaissent pas grand-chose et il est difficile de faire la différence entre le vrai et le faux et finalement de savoir que penser de ces perturbateurs endocriniens. Alors en tant que médecin, ça pose un problème pratique, concret au quotidien. Que dire à nos patients pour les conseiller au mieux, pour préserver leur santé, tout en évitant les obsessions et les phobies vis-à-vis de ces perturbateurs endocriniens. Alors pour en parler, je suis en compagnie du professeur Fénichel, qui est chef de service à Nice, au service de diabétologie, endocrinologie et médecine de la reproduction. Bonjour. Bonjour. Alors vous avez beaucoup travaillé, vous connaissez bien ce sujet des perturbateurs endocriniens. Moi je suis endocrinologue, j'ai une formation classique d'endocrinologie il y a quelques années et j'ai l'impression qu'on ne m'en a jamais parlé au cours de mes études. Et on entend parler de ces perturbateurs endocriniens, j'ai l'impression de manière exponentielle au cours de ces dernières années. Alors j'ai envie de vous poser une question, est-ce que c'est une mode? Bien non, je ne crois pas que ce soit une mode, je pense que c'est un concept. C'est un concept qu'il faut replacer historiquement. Ce sont les biologistes animaux américains, dans un premier temps, avec des observations sur la baisse de la fertilité chez certaines espèces, les visons des grands lacs du Nord américain, chez les oiseaux, les baisses d'espèces d'oiseaux. Ces visons, ils avaient un micro-pénis. Non, c'est pas les visons, c'est les alligators, de Floride qui avaient un micro-pénis, les panthères de Floride qui avaient une cryptorchidie, c'est-à-dire une non-descente testiculaire, et on a pu à chaque fois observer que c'était avec une catastrophe écologique un petit peu locale, avec des déversements de produits chimiques par certaines industries, utilisation de pesticides dans l'agriculture ou produits industriels qui avaient entraîné ces anomalies. Donc ça, c'est des observations qu'on a fait dans les années 50 à peu près? Tout à fait, entre les années 50 et 70. Et chez l'homme? Alors chez l'homme est venu justement au niveau des médecins, des pédiatres, des spécialistes de la reproduction, deux types d'observations qui sont venus s'associer et qui ont conduit au concept de perturbateurs endocriniens. C'est d'abord l'histoire malheureuse du Distilbène, c'est-à-dire ces filles qui ont été exposées dans le ventre de leur mère à cet oestrogène de synthèse qui a été donné entre les années 50 et 70 à des millions de femmes aux États-Unis et en Europe pour diminuer le risque de fausse couche, et qui en fait a entraîné un certain nombre de cancers, comme le cancer du vagin, qui est un cancer très rare et grave, qui a entraîné des anomalies des cycles menstruels, des anomalies de l'utérus, ces fameux utérus en T, Distilbène, et qui ont été rapportés à l'exposition de cet oestrogène de synthèse, le Distilbène. Donc c'est ce médicament qui a mis en lumière le fait que certains produits pouvaient avoir un effet hormonal finalement, ou qui perturbait le fonctionnement hormonal. Exactement. Et avec des conséquences graves pour la santé. Et surtout lorsque la mère, pendant la grossesse, que ce soit chez l'animal ou dans l'espèce humaine, était exposée à ce produit et exposait du même coup son fœtus. Alors, absolument. Quand on regarde la littérature scientifique, quand on lit la presse, les textes écrits par des experts, on a des difficultés à définir correctement, on a l'impression, ce que c'est qu'un perturbateur endocrinien. Alors, de manière assez naïve, on va donner une définition simple, ça serait une substance chimique qui interfère avec le système hormonal, soit en augmentant peut-être la fabrication d'hormones, soit en bloquant cette fabrication ou en bloquant l'effet des hormones. Bon, c'est assez général. Est-ce que c'est juste? Est-ce qu'on peut être plus précis? Oui, alors je ne suis pas surpris que vous, en tant qu'endocrinologue, ayez spontanément retrouvé la définition qu'en ont donné les scientifiques dans les années 70, 75. Il y a une définition qui est exactement ça. C'est toute substance, qu'elle soit naturelle ou de synthèse. Elle peut être issue d'une plante, comme le soja, ou comme certaines mycotoxines. Elle peut être d'origine chimique industrielle, agricole, comme les pesticides,
qui va interférer d'une manière ou d'une autre avec les systèmes de régulation hormonale et contribuer, de par cette interférence, de par ce parasitage, à perturber l'homéostasie, avec éventuellement, c'est un point important de la définition, des conséquences pour la descendance. Alors ce que vous venez de dire est important, parce que dans le langage grand public, et pour certains d'entre nous, même soignants, à force d'entendre taper sur l'industrie chimique, l'industrie agroalimentaire, on a l'impression que perturbateur endocrinien, c'est synonyme de produits industriels, mais en fait, il y en a dans la nature. Il y en a aussi dans la nature, bien sûr. Et je vais dire mieux, il y en a qui peuvent être, dans certaines circonstances, avoir des effets négatifs, mais d'autres pourraient avoir des effets positifs. Alors négatif, vous avez la génistéine du soja n'est pas toujours positive, mais peut l'être. Mais vous avez ce fameux produit chimique qui est dans le tanin des bons vins du Bordeaux, le resveratrol, dont on dit qu'il est antioxydant, qu'il est anticancéreux et qui peut avoir, dans certaines circonstances, des effets bénéfiques, mais il interfère avec le système œstrogénique et avec d'autres récepteurs hormonaux. Donc des produits d'origine végétale qui peuvent être perturbateurs endocriniens, des produits synthétiques, tout à fait. Des produits chimiques, des médicaments, on en parlait tout à l'heure, le Distilben. Et aujourd'hui, est-ce qu'il y a des médicaments dont on se dit qu'ils ont peut-être des effets délétères sur l'appareil hormonal, comme le Distilben Vous savez, certains médicaments tirés de l'endocrinologie, tous leurs effets secondaires négatifs, on pourrait les considérer comme des perturbateurs endocriniens. Je prends un diurétique qui est très connu, qui est la spironolactone, l'aldactone. Qui donne des gynécomasties. Il donne des gynécomasties. Voilà par excellence un effet d'un perturbateur endocrinien qui est un médicament. Alors on a l'impression qu'il y a des perturbateurs endocriniens partout dans les médicaments, on vient de le dire, l'alimentation, les pesticides, etc. Bon, est-ce qu'on peut un tout petit peu hiérarchiser les choses, ou est-ce qu'on trouve en quantité trop importante pour notre santé des perturbateurs endocriniens au point qu'il faille là être spécialement vigilant? Alors je répondrai à cette question en disant que tout le problème est de trouver les doses environnementales qui soient seuil. C'est pas peut-être comme ça qu'il faudrait voir les choses, parce que le concept des perturbateurs endocriniens a introduit deux choses en toxicologie. Il a révolutionné d'ailleurs la toxicologie. C'est qu'il a mis en évidence que l'exposition chronique à des toutes petites doses d'une substance, mais de façon chronique, substance qui est souvent lipophile, qui s'accumule dans le tissu graisseux. Et à certaines périodes de la vie, dans des fenêtres de susceptibilité vraiment particulièrement dangereuses, comme le développement fœtal ou la petite enfance, pourrait être, même à faible dose, délétère. Donc vous voulez dire qu'il ne faut pas simplement se dire on interdit telle exposition ou tel produit, mais dire à certains moments être particulièrement vigilant sur des durées longues et peut-être plus de vigilance dans certaines populations, notamment quand il y a un excès de poids. Absolument. Alors on verra dans une deuxième partie de cette émission quels conseils très pratiques on doit donner à nos patients. On verra également quelles sont les grandes pathologies qui risquent de survenir quand on est exposé de manière exagérée, prolongée aux perturbateurs endocriniens. Revenez nous voir, on se retrouve dans une deuxième partie de cette émission sur les perturbateurs endocriniens.